à tous et bienvenue à notre workshop dédié à l'entrepreneuriat et à l'environnement. Donc, je suis Carla Gesmundo, je suis accompagnatrice à la création d'entreprises chez Step Entreprendre depuis 5 ans maintenant. Step Entreprendre est situé à Liège. Donc, moi, j'accompagne des porteurs de projets qui testent leur activité au sein de notre coopérative d'activité. Alors, je ne suis pas seule ce matin à animer cet atelier. Je suis entourée de mes deux collègues, Alexandre, qui lui travaille chez Créo, et Thiago, qui travaille chez Crédal. Ce sont deux conseillers économiques. Et donc, ils ont vraiment un rôle clé au sein de leur structure en termes d'accompagnement de projets dans l'alimentation durable notamment. Ils ont vraiment une belle expérience de terrain qu'ils vont pouvoir nous partager ce matin. Alors, quand je dis que je ne suis pas seule, en fait, si, je suis seule ici, physiquement, chez Step Entreprendre. J'aurais vraiment préféré animer un atelier en présentiel, rencontrer les participants, pouvoir échanger avec vous. C'est pas possible, Covid oblige. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment d'utiliser le chat. Je pense que certains ont déjà démarré. Donc, vous avez en dessous de votre écran un icône conversation. Donc, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, si vous avez des attentes, si vous avez envie de partager votre expérience, votre projet. Ça nous intéresse, donc ne nous laissez pas seuls ici sans savoir à qui on a affaire. Si vous avez des questions, on aimerait bien y répondre aussi, évidemment, on est là pour ça. Mais là, il y a un autre icône qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses. Donc, je vous demanderai plutôt de poser vos questions via cette icône-là. Et donc, Alexandre et Thiago prendront éventuellement le temps d'y répondre par écrit, mais on aura surtout un petit temps de réponse, de questions-réponses à la fin de l'atelier pour vraiment avoir un échange oral à ce sujet. D'accord? Alors, comment va se dérouler cet atelier? On va passer une petite heure ensemble pour parler des préoccupations environnementales de nos porteurs de projets, des porteurs de projets qu'on a l'habitude d'accompagner. Donc c'est vrai que nous, dans notre métier, on a vraiment la chance d'accompagner tout type de projets dans des secteurs totalement différents, mais on se rend compte qu'ils ont tous un point commun finalement. Ils ont envie vraiment de donner du sens à leur activité professionnelle, dans leur développement personnel, et ils ont aussi envie d'apporter du sens à la société en général, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, mais d'un point de vue environnemental aussi. Et donc, on a vraiment envie de découvrir aujourd'hui ensemble quels sont les enjeux du développement durable dans la création d'un projet professionnel, d'un projet d'indépendant. On va vous parler de notre métier également, on est là pour ça, hein, donc pour parler des SAS, des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. On pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans le développement de ces entreprises durables, dans le soutien de ces entrepreneurs qui ont envie d'un autre avenir et d'entreprendre autrement. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et on représente, Thiago, Alexandre et moi, aujourd'hui, on représente 12 SAS, vous le savez. Et ces 12 SAS, malgré leur spécificité, ont toutes envie de rester au fait des nouvelles tendances en termes d'entrepreneuriat et des nouvelles manières d'entreprendre durablement aujourd'hui dans notre société. Alors, je vous dis, on va parler d'environnement, c'est un peu présomptueux, évidemment. On ne va pas parler d'environnement et d'entrepreneuriat en une heure. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Donc, on a dû faire un choix. On a décidé de parler en particulier de l'alimentation durable et des circuits courts. Et donc là, je vais passer la parole à mon collègue Alexandre, qui va qui va nous parler de l'alimentation durable, qui va nous expliquer pourquoi ce choix. Dis-nous, Alexandre, est-ce que tu sais, grâce à ton expérience en tant qu'accompagnateur, nous dire si tu as vu une évolution peut-être dans l'intérêt de nos porteurs de projets pour le secteur de l'alimentation durable en particulier? Alors oui, carrément, et bonjour à toutes et à tous. Ça fait maintenant plus ou moins 15 ans que j'accompagne des projets, principalement en Wallonie, un peu à Bruxelles. Et si on fait un petit retour en arrière, eh bien, on peut constater que l'entrepreneuriat durable ou l'entrepreneuriat en alimentation durable, plus spécifiquement, ça n'a pas toujours été très évident dans le passé. Si on reprend début des années 2000, on n'en parlait pas encore. Il y avait bien ça et là quelques magasins du Monde, il y avait des magasins Oxfam, des magasins à la ferme qui procédaient déjà au circuit court. On avait
On ne se posait pas la question de la préoccupation des commerces de proximité parce que la grande distribution et les centres commerciaux n'avaient pas encore procédé à leur travail de SAP. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, on n'était pas encore vraiment au fait des différents enjeux. Et puis, progressivement, il y a eu quelques signaux d'alerte. On a eu quelques films de sensibilisation comme La vérité qui dérange d'Al Gore. Et tout doucement, on a vu un changement dans les mentalités. Quand je donnais mes premières séances d'information devant 15-20 personnes, eh bien, en 2005-2006, vous aviez peut-être 1 à 2 personnes qui portaient un projet de nature durable. C'était un magasin de seconde main, c'était peut-être une petite restauration qui se voulait un peu plus verte, mais il n'y avait pas du tout cette tendance forte qu'on a connue sur ces 10 dernières années. La consommation responsable durable à l'époque était plutôt aux mains des associations de consommation, des ONG qui tentaient de sensibiliser un maximum de consommateurs. On les croisait dans les festivals, on les croisait dans les campus universitaires. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on a vu que ça montait en puissance à travers ces films de sensibilisation. Et le premier secteur qui a commencé à bouger, selon mon souvenir, c'était l'ORECA, avec un ORECA qui se durabilisait, qui proposait davantage de boissons issus du commerce équitable, de produits bio. Ce n'était pas encore très évident parce qu'il n'y avait pas peu d'offres de la part des grossistes et donc il y avait parfois une bonne volonté de la part de ces acteurs, Horeca, mais il n'y avait pas encore la capacité de s'approvisionner. Et à ce moment-là, s'approvisionner en circuit court, c'était la croix et la bannière, c'était inimaginable encore parce qu'il y avait des problèmes de saisonnalité, d'approvisionnement, de logistique, etc. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, tous ces éléments ont trotté dans la tête des gens. On a vu des bonnes pratiques inspirantes et rapidement un restaurant ou un magasin qui mettait en place certaines pratiques était vite l'objet d'une source d'inspiration pour autrui. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai reçu dans mon bureau pas moins de 5, pour ne pas mentir, porteurs de projets Horeca qui venaient avec cette petite phrase qui résonne encore dans mes oreilles, c'était nous, on est allé voir les restaurants exquis, là, vous voyez, on pensait que ce serait durable, mais finalement, on était déçus et on aimerait bien faire mieux. Donc, parfois, il y a aussi une gradation dans la militance des porteurs de projets. Et donc, ça, c'était vraiment la tendance début des années 2010. Ça s'est poursuivi. Et puis, vers 2013-2014, là, on a vraiment la grosse vague démarrante des magasins bio. Je dirais deuxième génération. On connaissait déjà les magasins bio de type un peu herboristerie depuis les débuts des années 2000. Mais là, on a vraiment vu des magasins bio beaucoup plus militants, avec une approche soit vrac zéro déchet, très marquée, je dirais les 3/4 des magasins qui sont venus nous trouver, soit effectivement, petit à petit, une dimension plutôt circuit court, économie locale, approvisionnement en produits locaux, voire régionaux, voire belges. Et je dirais, qui vient vers nous, et ça c'est important de le dire, ce sont des gens qui sont animés par des valeurs fortes, ce sont souvent des militants. De temps en temps, il y a des gens qui perçoivent les opportunités de marché, mais avant toute chose, ce sont des gens qui ont véritablement ça dans le sang, dans les tripes, et qui ont envie de mettre en place leurs valeurs. D'où l'intérêt des différentes structures d'accompagnement SAS, parce que souvent, ces valeurs et ces belles philosophies ne sont pas toujours accompagnées d'une structuration et d'un cadre clair de leur projet. Donc ça, c'est vraiment le rôle des différentes structures, des 12 SAS que vous avez cités, qui est vraiment d'aider à l'élaboration du business plan, du plan financier, et de s'assurer d'amoindrir les risques entrepreneuriaux. Alors, tu l'as dit, pourquoi est-ce qu'on a fait un focus sur l'alimentation durable, alors qu'il y a aussi une vague non alimentaire qui est en train d'arriver? C'est parce que non alimentaire durable, à travers le textile éthique, l'écomobilier et j'en passe. Mais ici, spécifiquement en alimentation durable, parce que manifestement, ça occupe beaucoup de place dans notre consommation quotidienne. On le dit souvent, à travers notre consommation, on procède à une forme de vote, c'est un acte politique. Et lorsque on le fait déjà en tant que consommateur, c'est pas mal, mais lorsque des acteurs commerciaux de type restaurants, magasins, transformateurs et j'en passe sont en mesure d'amplifier cela à plusieurs consommateurs, un magasin bio, il s'adresse à 300 consommateurs par semaine, un maraîcher, 30, 50, 100 consommateurs en fonction de sa taille, eh bien, sont vraiment des amplificateurs de bonnes pratiques de consommation. Et donc, effectivement, sur ces 10-15 dernières années, on a vraiment vu auprès de nos services un rush de candidatures. Et c'est heureux parce que ça permet effectivement de donner, de créer une demande, enfin en tout cas de répondre en partie à une demande.
Mais si je prends l'exemple de commerce de proximité, le magasin bio, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, la part militante de leurs consommateurs n'est pas si importante que cela. Avant toute chose, ils répondent à un service de vente de proximité, de solutions de proximité pour leurs consommateurs. Et donc ici, je vais laisser la parole aux trois acteurs qui vont représenter en quelque sorte les différents segments de marché dont j'ai parlé. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'à travers ces trois témoins, eh bien, on aura trois facettes différentes, trois maillons de la chaîne tout à fait pertinents en matière d'alimentation durable. Merci Alexandre. Donc, merci Alexandre. Donc en effet, on a décidé de vous partager des vidéos en fait aujourd'hui pour éviter déjà de vous perdre avec des contenus trop théoriques, mais aussi voilà, on a vraiment envie de vous partager l'avis de trois entrepreneurs qui ont été accompagnés par des structures d'accompagnement pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer de leur parcours, des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi voilà, du beau projet qu'ils ont mis en place. C'est vraiment très inspirant. Donc voilà, on va faire connaissance avec ces trois entrepreneurs au travers de la première vidéo que nous vous proposons tout de suite. Donc c'est les pousse-pousse. On a un projet de maraîchage diversifié sur petite surface. Donc dans notre cas particulier, on cultive cette année 60 arts de légumes diversifiés qui sont commercialisés pour les 2/3 par un système d'autocueillette où c'est les personnes du voisinage qui viennent cueillir les légumes directement sur le champ grâce à un abonnement annuel. Et une deuxième partie qui est commercialisée grâce au magasin des petits producteurs avec lesquels nous avons un partenariat privilégié. Je suis Carla Gesmundo, je suis accompagnatrice chez STEP. J'accompagne en particulier les porteurs de projets qui testent leur activité au sein de notre coopérative d'activité. STEP Entreprendre, c'est la fusion entre STEP Conseil, qui est une agence conseil en économie sociale, et STEP Accompagnement, qui est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. On est situé à Liège. Bonjour, je m'appelle Laurence, j'habite au Tigny et j'ai lancé une boulangerie artisanale dans ma maison qui s'appelle Les Miches de Lola. Et Lola, c'est moi en fait. C'est une boulangerie quartier, je fais principalement du pain au levain et je produis les mardis et les jeudis. Donc moi c'est Sylvain, je suis accompagnateur chez Crédal. Alors Crédal c'est une coopérative et des ASBL, donc on a une structure d'accompagnement logée dans une coopérative de crédit aux associations et aux personnes. Moi, mon métier, c'est d'accompagner des gens qui veulent devenir indépendants, alors soit tout seul, soit en coopérative ou en ASBL parfois. J'ai plutôt une fonction d'accompagner des personnes qui sont en alimentation, que ce soit des producteurs, des transformateurs, comme ici Laurence, donc des artisans. Donc moi, je m'appelle Thomas Moreau, j'ai fondé en 2017 l'épicerie Grasshopper à Ottigny-Louvain-la-Neuve. On est une épicerie bio à objectif zéro déchet. Je m'appelle Alexandre Bertrand, je suis accompagnateur de projet en création d'entreprise chez Créo, qui est le pôle accompagnement de projets chez Groupe One, en Wallonie. Créo, c'est une structure d'accompagnement en création d'entreprise spécialisée en développement durable et présente sur la région wallonne. Donc moi, j'ai travaillé quelques années dans l'insertion sociale comme intervenante sociale et notamment dans mes missions, je coordonnais des projets de potager communautaire. Et donc c'est comme ça que m'est venu le goût de travailler la terre. J'avais déjà un peu touché au jardinage, mais là, le fait d'y être plus quotidiennement, j'ai voulu aller plus loin. Et donc à un moment donné, je me suis permise de me former. Donc je me suis formée en agriculture bio pendant 2 ans. Et puis je me suis installée une première fois dans la région d'Aubel. Pour un projet qui continue actuellement, j'ai décidé de revenir sur Liège et de m'installer ici à Liège avec David. Voilà. Je me suis lancée dans l'aventure avec mon associé David. Pareil, qui a le même partenariat que moi avec les petits producteurs. On a tous les deux été sélectionnés donc, par les petits producteurs pour s'installer ici sur le terrain de la ville. Et voilà, on travaille tous les deux sur le terrain ensemble. Voilà. En fait, moi, je suis économiste de formation et puis j'ai travaillé dans le secteur de la coopération développement privé et ONG. Voilà. Et puis, j'en ai fait un peu trop et j'ai dû m'arrêter. Je suis tombée en incapacité de travail, gros burn-out, grosse remise en question et je me suis dit qu'en fait, le travail de bureau ne me convenait pas, c'était pas ça que je voulais faire et que je n'y trouvais plus de plaisir.
Et donc, je me suis orientée vers un métier que, en fait, j'avais toujours envie de faire et que je m'étais dit, si jamais je change de métier, ce sera boulangère. Et donc, voilà. Donc moi, mon parcours, en fait, après l'université où j'étais pas mal engagé comme représentant étudiant, j'ai travaillé brièvement sur les gobelets réutilisables dans la Guindaille à Louvain-la-Neuve. Donc l'idée, c'était de faire de la circularité, laver des gobelets et puis les réutiliser pour éviter pas mal de déchets. Puis j'ai travaillé comme conseiller politique dans un parti politique et puis en interne de ce parti. Et après, j'ai décidé de lancer mon propre projet. Parce que dans mon ménage, on avait démarré une expérience de réduction des déchets et en fait, on s'était rendu compte que c'était difficile de s'approvisionner en zéro déchet. Et donc, on a décidé de lancer cette épicerie qui rassemble l'ensemble de l'hygiène, l'entretien ménager et évidemment l'alimentation en un seul endroit, sans plastique. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que leur parcours est super inspirant. On est vraiment fiers de pouvoir vous présenter ces 3 entrepreneurs aujourd'hui. Maintenant, on en a plein d'autres sous la main, évidemment, des entrepreneurs qui ont un super projet et qui ont un super parcours. On a encore une fois dû faire des choix. On ne sait pas vous parler de tout le Donc, monde. c'est les Mais moi, ce qui pousse-pousse. m'inspire On a un davantage, en projet de écoutant leur maraîchage parcours, c'est de bien diversifié comprendre sur petite quel est le surface. Donc, contexte dans dans notre cas lequel ils particulier, évoluent. on cultive. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et donc là, je vais passer la parole à Thiago, qui lui va pouvoir vraiment nous expliquer quels sont les enjeux de ce secteur si particulier qu'est l'alimentation durable. On écoute Thiago, merci. Merci beaucoup Carla. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Thiago et je travaille pour Credal depuis 3 ans à l'accompagnement de projets, surtout en alimentation et agriculture durable. Quels sont les enjeux actuels dans ce secteur? Commençons tout simplement du côté des marchés. On ne va pas revenir sur la méfiance croissante envers l'industrie agroalimentaire des consommateurs. Donc, il y a eu de nombreux scandales sanitaires qui ont permis de construire cette méfiance. On a un secteur agroalimentaire aujourd'hui qui est très industrialisé, qui est perçu comme opaque par de nombreux consommateurs et qui s'est progressivement concentré dans les mains de grands groupes industriels. Face à ça, il y a une demande aujourd'hui pour des produits artisanaux avec un lien fort pour le terroir. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une demande forte. Il y a aussi une exigence du consommateur sur le prix. On dit souvent que le consommateur est exigeant sur le prix, mais ce n'est pas la seule chose. Le consommateur est aujourd'hui très exigeant sur l'accessibilité du produit. C'est un produit des premières nécessités. L'alimentation, il faut que ce soit facilement accessible, mais aussi sur des caractéristiques de conservation et la qualité, ainsi que l'aspect général du produit. Le secteur de l'alimentation durable est un secteur porteur aujourd'hui, mais c'est un secteur très concurrentiel et très segmenté. Il faut pouvoir trouver sa place dans ce secteur. Regardons maintenant de l'autre côté, du côté des porteurs de projets. Les personnes que l'on voit tous les jours sonner à nos portes, ce sont les personnes qui illustrent un vrai phénomène de société, un phénomène dont vous avez sûrement déjà entendu parler à travers le concept de bullshit jobs ou par exemple avec le livre « La révolution des premiers de classe » que je vous conseille vivement. Il y a vraiment une vague de transition professionnelle ces 5 dernières années. C'est une grande majorité des gens qui viennent sonner à la porte des SAS, ce sont des gens qui sont en transition professionnelle, des gens qui ont un profil plutôt universitaires entre 35 et 45 ans et qui ont un attrait pour le travail manuel, pour la créativité, pour le contact humain parfois. Ils veulent faire quelque chose de concret de leur quotidien et l'agroalimentaire offre tout ça. On peut aussi noter une influence des réseaux sociaux, Instagram surtout, où l'alimentation, la nourriture y occupe une place prépondérante. La crise du coronavirus et le télétravail forcé pour la plupart des métiers universitaires va très vraisemblablement exacerber cette tendance. Ce que l'on voit aujourd'hui à court terme, et c'est tout à fait normal, c'est que les personnes rechignent à se lancer dans un projet entrepreneurial en temps de crise, mais on peut imaginer qu'à moyen terme, il y aura une encore plus grande vague de transition professionnelle. Attention toutefois à cet aspect porteur de sens. On voit souvent que les gens qui veulent porter ces projets, ce sont des gens qui sont militants,
Ce sont des gens qui veulent joindre à leur projet des nombreuses valeurs sociétales, comme le respect des fournisseurs, l'accessibilité à tout un pan de la population, les caractéristiques environnementales du produit, etc. Ce sont des valeurs, des envies très louables que nous soutenons, mais on a aussi parfois l'impression que les clients qui viennent nous voir portent dans leur projet le poids de tous les dysfonctionnements de la société. Ça peut être problématique. Ce que l'on voit souvent, c'est que des personnes qui mettent trop de dogmatisme dans leur projet finissent par ne pas se rémunérer eux-mêmes et finissent par ne pas porter en eux-mêmes sur eux les valeurs qu'ils portent dans leur projet. Donc, on soutient toujours un compromis entre réalisme et dogmatisme dans le projet. Alors, les métiers de l'alimentation durable sont des métiers qui demandent beaucoup de connaissances techniques. Ce sont des métiers très exigeants techniquement. Ça demande donc des formations longues et ça peut représenter un frein pour la transition professionnelle, ce qui pousse des gens parfois à se lancer sans formation, sans expérience, ce que nous déconseillons vivement. En effet, la rentabilité, le fait de pouvoir vivre de son métier d'artisanat alimentaire dépend vraiment d'une maîtrise technique très poussée. Il y a aussi un certain romantisme, une idéalisation de ces métiers. Il y a par exemple des gens qui nous contactent, qui veulent se lancer dans la pâtisserie parce qu'ils adorent en faire pour leurs proches et qui sont plutôt doués. Mais on attire l'attention que ce n'est pas du tout la même chose. Le faire professionnellement exige de la rigueur, de maîtriser un process, de la régularité et surtout beaucoup de répétitions. Et il faut avoir de l'expérience pour maîtriser tout ça. On attire aussi votre attention que nous sommes dans une société de services, une société qui rémunère très bien les services, beaucoup moins bien la vente de produits, car les produits sont produits industriellement ou dans des endroits du monde où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Des artisans qui se lancent aujourd'hui sont donc en concurrence avec des machines ou avec de la main-d'œuvre étrangère, ce qui peut donner une pression supplémentaire sur la rentabilité. Notons finalement qu'il y a une pénurie de savoir, qu'on vient de loin, donc il y a eu une perte avec l'industrialisation de l'agroalimentaire de toute une série de savoir-faire et de métiers. Ils ont disparu ces 50, 60 dernières années. On voit par exemple que dans les années 2000, comme disait Alexandre, il y a eu de nouveau la production de fromage à la ferme. Généralement, c'était la femme de l'éleveur qui faisait la transformation à la ferme. Et il y avait un organisme de formation qui proposait en gros une recette de fromage à pâte pressée semi-cuite, et c'est cette recette qui se retrouvait dans tous les étals à la ferme. Heureusement, aujourd'hui, la connaissance a évolué, mais on doit souvent faire appel à de la connaissance technique étrangère, par exemple des ingénieurs fromagers venus de France pour remplir ce vide. Notons aussi que par rapport à des métiers de service, justement, l'alimentation durable, c'est une activité qui demande des capitaux très importants. Il faut environ, en moyenne, 80 000 € pour lancer un restaurant ou une boulangerie, 60 000 € pour une épicerie. Le maraîchage, qui demande un peu moins de capitaux, demande quand même 40 000 € pour se lancer. Ça peut représenter un frein pour les porteurs de projets, mais on va le voir plus tard, il y a des moyens pour diminuer et échelonner ces investissements. Je vais finir avec le dernier enjeu, celui de la création de filières en circuit court. Comme je vous le disais tout à l'heure, on part de loin. Il faut recréer des métiers, des filières et tout un écosystème de personnes, d'entreprises qui se font confiance, qui collaborent dans des métiers qui sont complémentaires. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais la création de filières, elle a un riche potentiel de valorisation des terroirs. Parlons par exemple de la filière épeautre d'Ardennes, qui valorise des céréales adaptées au climat ardennais et au sol ardennais, qui nécessitent peu d'intrants et qui valorise le terroir de l'Ardenne. On part de loin et aujourd'hui, les gens qui se lancent dans l'agroalimentaire vont plutôt se lancer dans des métiers qui ont pignon sur rue, les métiers que l'on voit en tant que consommateur, donc le métier de boulanger, le métier d'épicier. Il y a du coup une pénurie des métiers plus B2B, des métiers qui rendent des services à ces entreprises de l'agroalimentaire, comme la création de machines adaptées à l'artisanat, comme des services logistiques, comme de l'aide au marketing de produits, etc. Ce qu'on voit aussi, face à cette pénurie et cette demande de création de filières, c'est qu'il y a des acteurs qui veulent tout maîtriser, qui veulent faire tous les métiers. Prenons l'exemple, par exemple, d'un agriculteur, d'un maraîcher qui va vendre des produits frais, qui va transformer des légumes en conserve et qui va livrer lui-même ses légumes. Il exerce 3 métiers, de producteur, transformateur
et vendeur, c'est difficile d'être optimal dans tous ces métiers et il va y avoir une triple pression sur le produit. Voilà, à vous les studios. Merci Thiago. Donc voilà, vous l'aurez compris, des gros enjeux pour ce secteur de l'alimentation durable, mais c'est passionnant, moi je trouve. Et donc j'ai envie de vous proposer la deuxième vidéo parce que j'ai envie vraiment d'entendre quelles sont les motivations de ces entrepreneurs qui se lancent, qui des fois laissent tout tomber pour se lancer dans le maraîchage. Je trouve ça vraiment super. Donc j'ai vraiment envie d'entendre leur motivation et les raisons pour lesquelles ils se lancent vraiment dans ce défi, dans ce gros challenge. Voilà, je vous propose la vidéo suivante. Les enjeux d'un tel projet, c'est certainement d'abord l'agriculture bio. Donc c'est le fait de se dire qu'on travaille d'une manière qui préserve l'environnement et qu'on fait connaître cette manière-là et qu'on permet à des consommateurs de consommer de cette manière-là. C'est certain que donc il y a toutes les valeurs que charrie l'agriculture bio qui nous porte au quotidien. Et d'autre part, notre projet a aussi pour vocation de recréer aussi un lien direct entre le consommateur et le producteur. Et ici, dans le cadre de l'autocueillette, par exemple, on permet vraiment, enfin moi, des fois, je me sens la maraîchère du village. Donc, on connaît tous nos cueilleurs qui sont abonnés annuellement pour venir récolter chaque semaine leurs légumes. Donc on les connaît, on leur donne accès à un terrain maraîcher en pleine ville où ils peuvent venir avec leurs enfants, ils peuvent venir récolter en famille les légumes le week-end. C'est un espace qu'ils peuvent s'approprier pour pique-niquer. Donc il y a plein d'échanges entre nous et eux concernant les cultures, le travail, les conditions du travail. Et donc on leur fournit une alimentation vraiment de qualité. Le fait que l'autocueillette permet aussi parfois de faire des choix, de sortir de la rentabilité et de se dire qu'on fait parfois des choix non pas pour que les légumes se vendent bien ou soient beaux, mais plutôt des choix environnementaux pour qu'ils soient sains pour les cueilleurs. Et ils voient tellement bien comment on travaille que si les feuilles ont des petits trous, c'est pas grave pour eux, alors que peut-être qu'en magasin ça se vendrait pas. Il y a aussi l'enjeu pour ce projet-ci de faire partie d'un réseau très important grâce à la coopérative des petits producteurs, de la ceinture alimentaire de Liège, et la ville et la province, c'est de montrer que c'est un métier qui ne doit pas forcément se vivre de manière isolée, mais on est deux déjà en association à se soutenir, donc à se partager certaines tâches pénibles. Donc voilà, il y a l'enjeu en fait de rendre ce métier peut-être un peu moins difficile que la manière dont certains le vivent, que ce soit économiquement, d'essayer en fait d'atteindre une rentabilité rapidement, que ce soit au niveau de la qualité de vie, d'avoir des horaires corrects. Voilà. Est-ce que j'oublie un autre enjeu? Le plaisir d'être ici, de travailler dehors, de faire en sorte que ce métier reste accessible en fait et viable. Alors, je me suis lancée dans ce projet parce que je voulais retrouver du plaisir au travail et faire quelque chose de plus concret. Et quoi de plus concret que de fournir du pain sur les tables de mes voisins? Parce qu'en fait, c'est ça, l'objectif, c'est d'être une boulangerie de quartier et de relocaliser vraiment les commerces. Voilà, de prouver aux gens qu'il y a moyen de manger du bon pain près de chez eux et donc leur proposer cette alternative au supermarché ou aux boulangeries industrielles. Alors aussi sensibiliser les consommateurs par rapport à la possibilité de manger local, parce que toutes mes farines, par exemple, sont moulues pas très loin d'ici, et ce sont tous des agriculteurs belges, donc les céréales sont belges. Et puis, j'essaye en grande partie de me fournir en produits bio. Donc les farines sont bio et la plupart de mes ingrédients. Donc voilà, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de montrer que d'abord, il y a moyen de travailler en se faisant plaisir, de faire un métier qu'on aime sans s'épuiser, parce que c'est vraiment le but maintenant pour moi. Et puis, de montrer que l'artisanat a vraiment de l'avenir et que consommer près de chez soi, ça a beaucoup de sens parce que les gens viennent à pied, ils envoient leurs enfants. Voilà, ça crée du lien, c'est convivial et puis en plus, ce sont des bons produits. Alors moi, je me suis engagé dans ce projet clairement parce que j'avais envie de transformer la société de manière plus concrète
Et il se fait que j'avais vraiment des difficultés pour m'approvisionner sans plastique. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé avec mon épouse de lancer cette épicerie bio à objectif zéro déchet. On crée une demande. C'est-à-dire que la plupart de nos clients, ils ne faisaient pas leurs courses en zéro plastique avant qu'on ouvre. Par contre, le fait qu'on existe, qu'on soit présent dans le quartier, ça leur permet de faire leurs courses sans déchets. Et en particulier ici, sans déchets plastiques. L'épicerie n'est pas zéro plastique, mais par contre, elle fait aussi, et c'est le deuxième aspect, un travail vis-à-vis des fournisseurs. C'est-à-dire que nous, on sensibilise nos fournisseurs, on leur demande, donc la plupart d'entre eux ne rentrent pas s'il y a du plastique, mais certains, on leur dit, on adore votre produit parce qu'il est déjà bio, il est déjà local, mais malheureusement, il est dans du plastique. Donc c'est clairement le double impact. On permet à des gens de consommer sans plastique et on travaille les filières. Et ça, c'est évidemment la partie qui est un peu moins visible par nos clients, mais qui nous tient aussi particulièrement à cœur. Grasshopper en quelques chiffres, on crée l'épicerie avec mon épouse en mars 2017. C'est une épicerie qui couvre un peu plus de 100 mètres carrés, donc 80 mètres carrés accessibles au public. Depuis, on est passé à 3 employés et 3 étudiants. En équivalent temps plein, ça fait 2 employés et une vingtaine d'heures d'étudiants chaque semaine. On génère un chiffre d'affaires en 2019 de plus de 500 000 € hors TVA et ça représente donc quelque chose comme 300 clients par semaine qui passent chaque semaine en moyenne dans l'épicerie. Alors nos produits, ils viennent d'où? Ils viennent le plus possible de producteurs locaux. Bien sûr, on doit quand même faire appel à des grossistes, mais pour vous donner un ratio, donc on travaille avec 6 grossistes sur base régulière et une 50aine de producteurs locaux. La plupart d'entre eux sont situés en Belgique, on a 1 ou 2 en France, 1 ou 2 en Allemagne, mais donc voilà, on a vraiment aussi cette volonté de travailler en direct un maximum de produits. Voilà, bah moi je ne sais pas vous, mais je suis complètement convaincue. J'ai décidé de tout lâcher pour me lancer dans le maraîchage ou pour fabriquer du pain. Je trouve qu'ils sont vraiment formidables, nos entrepreneurs. Après, je ne vais quand même pas tout lâcher parce que je ne suis pas très douée, mais ce pourquoi j'ai quand même des compétences, c'est mon rôle d'accompagnatrice. Et là, je me dis que j'ai quand même un rôle à jouer justement dans le soutien et le lancement de ces entrepreneurs. Donc, je suis ravie, j'adore mon métier. Et je vais laisser la parole à Thiago qui va pouvoir vraiment lui aussi, de par son expérience sur les terrains, nous expliquer en quoi finalement les structures d'accompagnement peuvent être un réel soutien, un réel moteur pour ces projets alimentaires. Voilà, merci Carla. Le rôle des SAS spécifiquement pour ces projets alimentaires, quel est-il? Quels sont ces rôles? Alors, le mot-clé de notre accompagnement dans les SAS, c'est assurément l'autonomisation. Donc, chaque projet est unique. Comme vous le voyez, vous l'avez vu dans les vidéos, chaque motivation est spécifique, chaque parcours de vie est unique. Il n'y a pas de solution prête à porter pour l'ensemble de ces porteurs. L'idée est donc de permettre à chacune, de faire des choix adaptés à leur situation. Évidemment, on peut fournir des outils qui permettent de ne pas réinventer la roue, des outils très concrets comme un plan financier, un outil de calcul de food cost, un outil informatique de gestion de stock, des factures, etc. Donc, l'accompagnement, quelle forme est-ce qu'il prend? Il y a 2 formes prépondérantes. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. Ce sont 2 formes qui sont complémentaires. D'un côté, l'accompagnement individuel permet de challenger les personnes, permet de comprendre vraiment spécifiquement quels sont leurs besoins, là où ça bloque. Parfois, cet accompagnement est confrontant parce qu'il faut mettre des gens face à des incohérences de leur projet, face à des faiblesses de leur projet aussi. Le collectif, quant à lui, permet de créer un réseau, permet de bénéficier de l'émulation de groupe, permet de bénéficier des questions posées par les autres. Et c'est souvent l'occasion aussi, au tout début du projet, de soumettre son projet au regard des autres. Dans l'accompagnement collectif, on va donner des modules et ces modules peuvent parfois être très spécifiques parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'alimentation durable, c'est un secteur avec un haut degré de technicité. Alors, pour donner ces modules spécifiques,
on va faire appel à des professionnels, à des acteurs, des entrepreneurs du secteur. Pourquoi? Parce que c'est un secteur de pionniers qui développent des solutions eux-mêmes dans leur activité. Donc, on sait que la connaissance des innovations est détenue par les porteurs de projets et nous faisons appel à eux pour venir transmettre des outils qu'ils ont pu développer dans leur activité, des outils très concrets comme des solutions pour trouver des fournisseurs en zéro déchet, des solutions informatiques pour travailler avec plusieurs fournisseurs en circuit court, des conseils pour équilibrer son menu et des méthodes pour optimiser son processus qu'on appelle les méthodes de lean cooking par exemple. Donc, c'est toutes des modules assez techniques que l'on donne en coopération avec des personnes du secteur. Et tout ça, c'est dans l'accompagnement collectif. Alors, l'autre élément très important de l'accompagnement, c'est évidemment le test. Le test dans un environnement sécurisé. On l'a dit tout à l'heure, l'agroalimentaire demande un certain nombre d'investissements et le but est de travailler dès le début, dès le démarrage du projet, à calibrer et adapter le risque avec le porteur en fonction de sa situation. Donc, que ce soit le risque financier, mais aussi le risque en termes d'équilibre, vie privée, vie professionnelle. L'idée du test, c'est vraiment de diminuer ce risque en confrontant la personne le plus vite au marché. C'est la manière de mettre, c'est une manière qui nous semble très utile, très efficace pour mettre la personne face aux conditions réelles et c'est un peu le contre-pied de la sacro-sainte étude de marché très théorique, très lourde. Donc, on promeut le test le plus possible. Le test permet aussi d'échelonner ses investissements, donc d'avoir une approche justement plus lean, de ne pas faire tous ces investissements d'un coup, mais de travailler au fur et à mesure dans un processus itératif. Alors, ce test, pour ce faire, on a plusieurs outils à disposition. Ça peut être des outils juridiques comme le tremplin indépendant, des coopératives d'emploi, des couveuses, des espaces tests qui permettent de ne pas se lancer tout de suite à titre principal. Il y a aussi des outils de l'économie de la fonctionnalité qui sont très utiles pour ce test, comme des cuisines en partage, des ateliers en location, des outils collectifs qui peuvent être mis à disposition. Le dernier élément de l'accompagnement, c'est évidemment la sensibilisation. On va évidemment travailler avec les personnes que l'on accompagne pour les sensibiliser aux différents enjeux dont je vous ai fait part plus tôt. Merci. À toi, Carla. Merci, Thiago. Donc voilà, vous avez l'avis des accompagnateurs. Maintenant, ce serait quand même intéressant d'écouter l'avis de nos porteurs de projets, finalement, comment ils se sont sentis soutenus par leurs structures respectives, mais aussi, voilà, est-ce qu'ils se sont sentis soutenus par d'autres acteurs actifs dans le secteur de l'entrepreneuriat au sens large en région wallonne. On va les écouter au travers de la 3e vidéo. Merci. Avec l'accompagnement de STEP, David et moi avons la chance d'avoir un statut de demandeur d'emploi et sous forme de coopérative d'activité. Et donc, d'une part, ça nous permet d'avoir un statut vraiment rassurant pour ne pas s'installer directement comme indépendant, avec les tâches administratives qui en dépendent et les paiements des cotisations sociales, par exemple. Et on bénéficie également du coup d'un accompagnement tout au long du déroulement du projet. Et pour ma part, parce que je pense que pour le projet, on est assez indépendant, assez autonome, mais pour ma part, c'est vraiment une aide pour les questions administratives, voilà, où là, en fait, on nage un peu parfois dans des flous, et donc c'est très rassurant d'avoir des personnes ressources, en fait, ça fait encore, c'est des personnes ressources supplémentaires qui nous permettent de mener à bien le projet et de savoir, voilà, de pouvoir se faire conseiller et se rassurer surtout beaucoup. STEP Entreprendre a le souhait d'accompagner des porteurs de projets et des projets qui ont du sens, qui ont un impact positif sur la société d'un point de vue social, économique et environnemental. Donc pour nous, c'est vraiment logique d'accompagner des porteurs de projets qui ont envie de s'inscrire dans le développement durable, notamment au niveau de l'alimentation durable et le développement de circuits courts. STEP Entreprendre est une structure d'accompagnement généraliste, donc on va vraiment accompagner tout type de projet, tout type de porteurs de projets.
On n'est pas spécialisé en alimentation durable, mais donc on va vraiment créer des partenariats, notamment avec la Stature Alimentaire, avec le RATAF ou avec d'autres structures actives dans le secteur pour pouvoir aider les porteurs de projets à être accompagnés au mieux, à rencontrer d'autres porteurs de projets, à créer du lien, à créer des projets collectifs, à créer de vrais partenariats qui auront vraiment du sens dans leurs projets au sens large. Lors de mon retour de Saint-Nazaire, en été 2018, je me suis dit que voilà, j'avais testé l'activité dans une boulangerie en réel, et donc maintenant j'allais mettre en place j'allais débuter mon projet. J'ai participé à une séance d'information qui m'a permis de découvrir quels étaient les différents métiers de Crédal, et je me suis lancée dans une formation en alimentation durable que eux proposaient juste à ce moment-là, donc à la rentrée 2018. Ça m'a permis en fait d'entrer en contact avec d'autres auto-entrepreneurs et surtout de pouvoir placer les premiers pas, les premières pierres de mon projet en fait. De comprendre les enjeux au niveau du marketing, du plan financier, des relations fournisseurs. Tout ça a été super utile. Et ce qui a été vraiment super utile aussi, c'est de créer des liens avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, en fait. Et puis, en parallèle, à partir d'octobre 2018, j'ai commencé un accompagnement individualisé, individuel avec Sylvain, et qui donc a suivi mon projet depuis le démarrage. Enfin, la première fois que je suis venue, j'avais préparé un PowerPoint pour lui expliquer un peu mon projet et j'avais dit voilà, c'est les miches de Lola, mais j'étais pas encore trop sûre du nom, mais lui aimait beaucoup. Enfin, il m'a pas poussé à prendre ce nom-là parce qu'après j'ai choisi plein d'autres noms et puis finalement je suis revenue à ce nom-là. Bref. Et donc, en fait, Sylvain, je le voyais tous les mois, une fois par mois. Et à chaque fois, je venais avec mes questions du moment. Et puis, j'avais aussi des choses à faire avancer, et notamment le plan financier, ce qui a été vraiment compliqué pour moi parce que mettre des chiffres sur mon projet, ça a été assez épique. Mais voilà, il m'a encouragé, il m'a poussé. Donc l'accompagnement chez Crédal, c'est principalement de l'accompagnement individuel. Donc comme Laurence, j'ai vu Laurence à peu près tous les mois. Et puis on a des formations collectives, notamment des formations spécialisées en alimentation durable. On a aussi sur la création de coopératives, etc. Mais qui viennent soutenir l'accompagnement individuel. Alors dans le cas de Laurence et d'autres porteurs de projets, ce à quoi vraiment attention, c'est que les personnes puissent se lancer en minimisant le risque. Et le risque, il est personnel pour chacun, mais qu'ils puissent avoir un risque acceptable, qu'ils puissent pouvoir se concentrer sur produire, sur vendre, avec les épaules les moins lourdes et les moins difficiles possibles au niveau financier. L'accompagnement. Quand j'ai eu l'idée du projet, j'ai rapidement eu l'opportunité de suivre une formation qui s'appelle Econi Innov, sur laquelle j'ai travaillé un tout autre projet. Mais quand même, ce sont toutes des techniques pour construire votre business plan, pour construire votre marque, etc., qui sont quand même relativement utiles. Et donc après, j'ai travaillé sur le projet qui m'occupe encore aujourd'hui, Grasshopper. J'ai eu la chance d'être accompagné par Group One, actuellement Créo. Et là, c'était aussi sur vraiment les grands points, quoi. Quand on doit faire son plan financier pour aller voir la banque, quand on fait tout son business plan. Alors, la structure d'accompagnement, c'est pas elle qui va décider pour vous, mais n'empêche que c'est une bonne partie de ressources. Ça vous fait gagner du temps. Ça vous évite aussi, à mon avis, pas mal d'erreurs. C'est la même chose que gagner du temps, mais les erreurs, ça peut quand même coûter cher, voire coûter tout le projet. Et donc, voilà, c'est des gens qui ont l'habitude et qui sont... moi, je les vois vraiment comme des accélérateurs du projet. Alors une étape importante du lancement du projet, ça peut passer par un crowdfunding. Et nous, c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'être soutenu par Group One quand on a lancé notre crowdfunding. On a levé comme ça 11 200 € de mémoire. C'est pas négligeable, c'est pas ça qui vous fait tout votre projet, mais quand même.
Donc, ce qui est intéressant dans l'accompagnement de ce projet, c'est que Thomas a vraiment un profil très engagé, très militant, et donc ça nécessitait quand même une bonne compréhension des enjeux, du secteur, etc., pour pouvoir l'accompagner. L'essentiel de notre accompagnement, c'est le soutien à l'élaboration du business plan, du plan financier, la recherche de financement. Mais dans le cadre de projets engagés à vocation durable comme celui-ci, c'est aussi très important d'avoir une bonne compréhension des enjeux de terrain, du secteur et de la durabilité. Lors de la création de Grace Popper, Thomas partait déjà avec plusieurs atouts. C'était quelqu'un d'autonome, qui connaissait bien son secteur, qui était très militant dans l'âme et très volontaire. Par ailleurs, il y a eu quand même quelques difficultés. Une des grosses difficultés qu'a rencontré Thomas, et ce qui est aussi le cas de pas mal de porteurs de projets, c'est de trouver le local de ses rêves, un local qui correspondait à ses critères. Il a cherché sur Namur, sur Bruxelles, et finalement, il a trouvé ici à Ottignies, et c'est plutôt un chouette endroit d'ailleurs, mais il a dû passer par la case achat plutôt que la case location, et donc ça a généré aussi des complications dans le cadre du plan financier. On a dû produire un plan financier avec beaucoup plus de garanties et travailler, à l'époque, un peu en urgence sur ce plan financier, et en définitive, eh bien, il a eu son prêt du premier coup. Ok, super. Quelle belle complicité avec son coach, ça c'est vraiment super. Je vois que vous êtes actifs sur le chat, donc continuez bien à laisser des petits commentaires. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de questions, donc si vous voulez poser vos questions, c'est vraiment le moment pour qu'on puisse vraiment y répondre avant la fin de l'atelier. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est que les structures d'accompagnement ont vraiment envie de rester au courant des nouvelles tendances, des nouvelles méthodologies pour mieux accompagner encore les porteurs de projets et voilà, comprendre vraiment le mécanisme, les nouveaux mécanismes de l'entrepreneuriat durable. Je vais passer la parole à Alexandre. Est-ce que toi, tu peux nous parler justement de ces nouvelles tendances, de ce qui se fait actuellement et vers quoi on va dans le futur ? Oui, alors pour commencer, je vais revenir un peu sur ce que certains témoins entrepreneurs ont dit, ainsi que Thiago. En fait, effectivement, je pense que la grosse tendance, c'est en vraiment travaillant son approvisionnement en circuit court, eh bien, de plus en plus, on voit ce travail en réseau qui se fait avec une nébuleuse de micro-entrepreneurs. Quand nous, on accompagne les entrepreneurs, on est conscient qu'on apporte une plus-value à la société, à l'économie locale, mais je pense que le travail sur la personne, c'est une chose. Par contre, l'articulation de ces différents acteurs en réseau, de manière à ce qu'ils s'approvisionnent chez les uns les autres, qu'ils se donnent des coups de pouce en termes de visibilité, qu'il y ait toute une forme d'énergie communautaire sur un territoire, sur un quartier, sur une ville de petite ou moyenne importance, eh bien, c'est quelque chose qui est très perceptible, et je pense qu'il va s'accentuer encore davantage. On voit que l'entrepreneuriat va de plus en plus profondément dans les quartiers, dans les villages, plutôt que les villes les plus évidentes ou les arcanes commerçantes, comme c'était souvent le cas avant, avec des rues appropriées pour le commerce. On voit maintenant que ça se répartit un peu plus dans les bassins de vie. Et donc ça, je pense qu'ils l'ont dit, et ils vont encore en parler dans le dernier témoignage qui suivra mon passage. Et derrière ça, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, jouissif à constater, c'est que ça crée aussi du plaisir de fonctionner ensemble. Donc, on voit vraiment que cette relation commerciale, elle a tendance à se réhumaniser. On n'est pas en train de commander en Chine, outre-Atlantique ou autre. On est vraiment en train de recréer un lien humain avec des gens de notre localité, de notre région. Et souvent, ce que je constate, c'est vraiment qu'il y a une prise de plaisir vraiment à collaborer, à travailler localement, et ça crée même des amitiés. Donc, on voit que cette fonction commerciale, elle passe aussi dans le lien interpersonnel de manière réchauffée. Et donc, c'est souvent tout à fait agréable à constater. Alors, ça, c'est vraiment pour le côté relation commerciale, mais on la voit également parfois dans la relation financière. Thomas l'a dit juste avant, lorsqu'il a évoqué le fait qu'il avait fait un crowdfunding. Le crowdfunding, c'est une chose, mais il y a toute une série de financements participatifs, que ce soit à travers les parts de coopérateurs, que ce soit à travers certains préfinancements solidaires ou autres. On voit aussi que la finance a tendance à se réhumaniser. Et je trouve ça aussi très chouette parce que pour nous, coachs, c'est aussi une manière de pouvoir être très créatif au moment où on constitue le plan financier, la structure financière. C'est beaucoup moins froid qu'avant.
c'est assez étonnant à entendre, mais moi, je prends plaisir à faire un plan financier parce que j'ai tendance à réhumaniser ce plan financier. Et derrière les chiffres, il y a du vivant, il y a de vraies choses, et on peut même y injecter de la valeur éthique. Donc, justement, tant que faire se peut, en quittant progressivement les banques classiques pour aller vers plus de relations financières réhumanisées, je veux dire. À côté de ça, une tendance que je vois aussi de plus en plus, c'est différentes formules d'inspiration de sa durabilité. C'est-à-dire que, comme je l'ai présenté en introduction, il y a eu plusieurs vagues de niveaux de valeur et de secteurs. Et de plus en plus, on a des entrepreneurs qui se disent, mais comment, moi, à mon magasin bio, je peux lui donner une version 3.0 de l'engagement sociétal? Eh bien, il y a différentes manières de le faire, et notamment, je vois de plus en plus, et c'est souvent porté par les pouvoirs publics, c'est le fait d'intégrer 1, 2, 3, 4, 5 des 17 objectifs de développement durable qui sont promus par les Nations Unies, qui ont fait l'objet d'un consensus. Et donc, c'est aussi quelque chose qui porte le projet, c'est de pouvoir se dire, ah ben tiens, moi, dans mon projet, alors que je suis un simple magasin de quartier, j'ai conscience que je peux agir sur la biodiversité. J'ai conscience que je peux agir sur la qualité des eaux à travers des détergents moins polluants, à travers le fait de pouvoir proposer aux gens de faire leurs cosmétiques, leurs savons, leurs détergents eux-mêmes. Thiago a évoqué la question de la réappropriation des savoir-faire, ce que je constate également très souvent sur le terrain. Et donc, sans le savoir, ou parfois en le voulant, en ayant cet objectif, cette inspiration-là derrière la tête, eh bien, on concourt aussi vers ces 17 objectifs de développement durable. Alors, ça se concrétise aussi à travers cet engagement fort que je constate tous les jours aujourd'hui, c'est celui du zéro déchet, du zéro plastique. On sent que beaucoup vont dans cette direction-là. Le plastique fait énormément de dégâts un peu partout dans le monde. C'est peut-être moins visible chez nous, mais quand on va dans d'autres pays plus émergents, eh bien, on voit des mers de plastique, des ruisseaux avec 1,50 m de déchets au-dessus. Je pense que là, il y a vraiment un enjeu fondamental. Et oui, c'est un enjeu un peu plus global parce qu'on ne le voit pas chez nous, d'où l'intérêt de s'inspirer des objectifs des Nations Unies, des 17 ODD. Parfois, c'est plus simplement les questions de genre. On voit de plus en plus aussi des projets entrepreneuriaux qui intègrent complètement la réintégration du rôle de la femme, son émancipation. Je pense à certains Oreca qui en font un fer de lance. Je vois également aussi, et ça on n'a pas cité, c'est dommage, c'est aussi de ne pas oublier la solidarité avec nos frères et sœurs du Sud. C'est important à travers l'approvisionnement en commerce équitable ou à travers des projets qui mettent une certaine forme de collaboration avec nos amis du Sud. Je pense que ces objectifs de développement durable peuvent le permettre également. De plus en plus, je vois aussi des projets qui font la part belle à la biodiversité. On a cité pas mal le maraîchage. Il n'est pas rare de voir sur les parcelles de maraîchage des emplacements liés principalement à la régénération de la biodiversité à travers des prés fleuris, des hôtels à insectes, à travers principalement, c'est encore le plus simple, des zones laissées en friche. Et donc, on sent qu'il y a aussi cette dimension. On voit aussi dans certains orecas, sur les terrasses de certains orecas, tout d'un coup, eh bien, on n'est plus dans les horribles géraniums qui n'apportent que quelques espèces à l'identique d'araignées. Ben, nous, on voit des plantes indigènes, vivaces, locales, qui donnent évidemment un éclat de couleur, mais qui, derrière ça aussi, ont un impact intéressant sur la biodiversité. Alors, j'avais cité tout à l'heure différentes vagues. Je m'étais arrêté en 2015. Et donc, je pense que dans les tendances, c'est important de citer aussi le fait que, je viens de citer, les maraîchers sont en hausse vraiment croissante. On avait 3-4 maraîchers par an dans les années 2014-2015. Et je dirais que maintenant, en termes de demande d'accompagnement, large, les producteurs sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte. C'est heureux et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de marchés pour eux, vu qu'on s'adresse à un groupe de consommateurs qui est relativement restreint pour le maraîchage. Donc, ça permet effectivement d'avoir plusieurs maraîchers qui cohabitent les uns à côté des autres. Et pour faire lien avec le travail sur la coopération, lorsque j'accompagne des business plans de maraîchers, à aucun moment, l'un d'entre eux ne fait mention d'une certaine forme de concurrence, compétition avec d'autres maraîchers. Ils se disent tous complémentaires les uns avec les autres. Et je pense que, en termes de relocalisation d'économie, c'est aussi une piste à suivre, c'est qu'il y a encore de la place pour certains métiers et certainement les maraîchers, producteurs, éleveurs. À côté de cela, il y a toute la transformation qui vient derrière, qui était moins courante jusqu'en 2015,
Et maintenant, effectivement, on voit de plus en plus de transformateurs. J'ai pu lire qu'il y en avait sur le chat. Et donc, je me réjouis aussi de voir que entre la production et la distribution, il y a de plus en plus de maillons de transformation de légumes, de céréales qui proposent des produits relativement fins, de qualité, variés. On le voit notamment à travers le nombre incroyable de brasseurs qu'on a accompagnés ces 5 dernières années. Il y a vraiment eu un boom incomparable. C'est toujours en cours, mais ça génère une diversité gustative vraiment pertinente. On est loin du formatage des goûts de la grande distribution. Idem pour Merci Alexandre. On va passer à la dernière vidéo. Donc voilà, vous vous rendez bien compte que nous, on ne s'arrête pas là, mais nos porteurs de projets, nos entrepreneurs ici ne s'arrêteront pas là. J'ai été coupé, mais je suis revenu. Ah ben voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est une coupure soudaine. Et donc effectivement, cette forme d'entrepreneuriat de terrain de petite taille va vraiment permettre une magnifique diversité et je dirais un réenchantement de la consommation parce que ça permet d'avoir de nouveaux goûts ou de redécouvrir des goûts plus anciens qui se sont perdus. Et on est loin de la tomate unique de grande distribution qui, même bio, est relativement fadasse et n'apporte pratiquement plus de plaisir, si ce n'est un peu de couleur dans l'assiette. Voilà. Avant de terminer, juste vous dire qu'effectivement, on ne peut pas passer à côté de la tendance numérique. Elle est présente de 2 manières. Effectivement, le Covid l'a exacerbé du fait de pouvoir assurer un certain nombre de livraisons et de webshops, de magasins en ligne. Ça, c'est vraiment accentué, il n'y a aucun doute. À côté de ça aussi, on voit une tendance à beaucoup plus de projets dans le digital. Différents porteurs de projets liés à des applications, liés à des services de consultance en numérique. Donc, c'est aussi un boom. C'est peut-être moins ancré dans vraiment l'alimentation durable, mais ça fait partie de tous ces métiers connexes et auxiliaires à l'alimentation. Et enfin, de manière générale, je pense que le grand enjeu demain et la tendance qui va certainement se poursuivre, c'est celle de l'ultra-relocalisation. Elle est déjà en cours. Elle est en cours de 2 manières. D'une part, par le fait que de plus en plus de magasins ou d'ORECA s'approvisionnent en produits locaux. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais chez mon maraîcher de quartier et un restaurateur est venu pour lui demander de pouvoir s'approvisionner chez lui, alors que c'est un restaurateur tout à fait classique qui n'affiche pas le côté alimentation durable. Donc il y a aussi ça, il y a aussi la transition des commerces existants qui s'approvisionnent de plus en plus en filière locale, à côté des commerces ouvertement engagés en alimentation durable. Mais il y a aussi toute cette nouvelle énergie entrepreneuriale. Alors là, ce n'est pas du tout pour valoriser le métier d'accompagnateur, c'est un fait, c'est qu'on a de plus en plus de vocations et de candidatures qui viennent frapper à la porte. Donc moi, ce que je trouve vraiment important, c'est de maintenir l'entrepreneuriat de quartier, l'entrepreneuriat dans les plus petits villages. On voit de plus en plus de petites épiceries qui viennent non pas dans le chef-lieu ou la ville la plus importante, non, on les voit aussi apparaître dans certains petits villages. Je pense à Pont-à-Selvier-Ville, je pense à Neuville, je pense à plein de petits villages où ce n'est pas si évident parce que la grande distribution a pris beaucoup de place. Et donc, derrière cela, il y a un enjeu d'emploi. Un petit magasin va créer en moyenne 3 à 5 fois plus d'emplois que la grande distribution. Ce n'est pas rien. Mais à côté de ça, surtout, il y a un enjeu d'épanouissement et de faculté de pouvoir exprimer sa vocation entrepreneuriale sur le terrain. Merci, merci Alexandre. Voilà, on sent tout l'enthousiasme et la motivation de l'accompagnateur dans le rôle d'Alexandre. Donc voilà, comme je vous disais, on va passer à la dernière vidéo pour clôturer le parcours de ces entrepreneurs. Alors, dans 3 ou 5 ans, a priori, je me vois ici. Et donc, l'idée, c'est de faire un projet de maraîchage sur petite surface. Donc, on n'a pas envie de grandir. Donc, de toute façon, on est vraiment limité à l'intérieur des murs par 1,2 hectare. Donc on ne pourra pas s'étendre réellement. Mais c'est vrai que les envies pour l'avenir, déjà on va être 3 l'année prochaine. Donc on se fait rejoindre par notre stagiaire de cette année. Donc on va un petit peu augmenter l'autocueillette et un petit peu augmenter la production de légumes pour les magasins. Et l'idée, c'est pour le futur, c'est de renforcer, je dirais, le lien social que notre projet a avec les cueilleurs, avec les petits producteurs, avec les voisins, pourquoi pas avec d'autres maraîchers qui s'installent grâce à la ceinture alimentaire.
Voilà, mais c'est vrai que globalement, je trouve que déjà après une première saison pas encore finie, on a déjà atteint un petit peu ce qu'on voulait. On peut se diversifier dans certains domaines. David, il a peut-être envie d'avoir des poules à un moment donné pour intégrer ça au maraîchage. On a parfois pensé à faire des espèces de petits stages pour enfants sur le terrain. Enfin, on peut partir dans plein de directions, mais géographiquement, ça se limitera à où on est et au niveau du nombre d'associés aussi. Les besoins pour la suite, c'est de réussir à ce que le maraîchage devienne un métier rentable. Et là, pour l'instant, c'est clair qu'il y a beaucoup de freins à l'installation qui font que déjà, c'est difficile de s'installer et qu'en plus, c'est difficile d'en vivre correctement par la suite. Un maraîcher à l'heure ne se paye vraiment pas beaucoup et donc voilà, ce serait que le métier soit reconnu, ce serait que ici moi je dirais que ce qui nous aiderait ce serait que ce métier soit reconnu comme métier saisonnier avec peut-être des mois de chômage technique en hiver possible par exemple qui nous permettraient 2-3 mois par an de reconnaître qu'on n'est pas rentable du tout sans cette saisonnalité et un chômage temporaire en hiver, par exemple. Voilà. Donc moi, j'ai commencé mon projet il y a 9 mois. Alors ma vision à 3-5 ans, c'est un peu difficile à dire. Je dirais que je me vois toujours en train de faire de la boulangerie. Peut-être dans un autre lieu avec des gens ou ce que j'aimerais bien en fait c'est essayer de faire un espèce de maillage d'artisans locaux pour favoriser les collaborations en fait entre nous. Donc par exemple je collabore pas mal avec une productrice de soupe. Je suis aussi en contact avec une fleuriste qui a lancé son projet. Donc j'ai l'impression que en fait tisser des liens entre des acteurs économiques locaux, ça a vraiment du potentiel quoi. Après, est-ce qu'il faut que la vente se situe dans un même lieu ou bien non? J'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de réfléchir. C'est un des enjeux quoi pour moi. Et puis sinon toujours faire du bon pain bien sûr. Et que mes clients soient satisfaits, c'est le plus important. Pour moi, dans les 3 à 5 années à venir, c'est une question difficile, mais je pense qu'on veut poursuivre avec Grasshopper notre envie d'être un aiguillon, d'être un catalyseur. On veut continuer de transformer la société et ça passe par différents aspects. Je pense qu'on va venir en soutien à un projet wallon de consigne. Je pense qu'on va continuer et intensifier nos collaborations avec des producteurs et le travail en direct. Ça peut aussi également passer par un réseau d'entrepreneurs, d'épiciers comme nous, indépendants, qui pourraient travailler ensemble. Je crois qu'à 3 et 5 ans, on va aussi renforcer notre lien avec les clients, continuer d'investir dans notre personnel pour qu'ils puissent conseiller. On va aussi certainement travailler notre communication, c'est un défi majeur. On n'est pas fan de l'e-commerce, on préfère travailler le direct, le lien. Et par contre, c'est une difficulté, mais enfin, cette opportunité est compliquée, mais c'est quand même une vraie opportunité de rencontrer les gens et de travailler les quartiers qui nous entourent. Bonjour. Donc voilà, notre atelier touche tout doucement à sa fin. Je vous remercie vraiment pour votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, la conclusion des porteurs de projets, c'est qu'on entendra encore parler d'eux, c'est sûr. Moi, je continuerai à les suivre parce qu'ils ont vraiment un super parcours. Est-ce qu'on a une question, Thiago? Je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux répondre à une question? Oui, nous avons une question, donc Oui. n'hésitez pas à en poser, c'est le moment ou jamais de poser les éventuelles questions qui vous taraudent. Donc je vais lire la question. C'est la question de Thomas Janck, désolé si j'écorche votre nom de famille. Donc, bonjour, faut-il impérativement être demandeur d'emploi pour bénéficier de vos services? Est-il envisageable d'être employé à mi-temps et de lancer un projet en tant qu'activité complémentaire? C'est une très bonne question et je laisse Alexandre y répondre. Alors effectivement, il y a 2 volets dans les structures d'accompagnement. Il y a le volet SAS, donc structure d'accompagnement agréée à l'autocréation d'emploi, qui s'adresse principalement aux demandeurs d'emploi. Et les services sont 100% gratuits. À partir du moment où on ne correspond pas
au profil demandeur d'emploi. Alors, détrompez-moi, mes collègues, si je suis à côté de la plaque, mais a priori, depuis, je dirais, une dizaine d'années, le problème se posait et on devait refuser ce genre de candidature. Alors, certaines structures facturent leurs heures d'accompagnement, d'autres structures, depuis peu, bénéficient des chèques entreprises, ce qui permet d'avoir une belle réduction sur les heures d'accompagnement. Et là, on est vraiment sur un tarif qui avoisine les 10-20 euros de l'heure. Donc, ce n'est pas du tout exagéré. Et souvent, pour ce qui est, en tout cas, typiquement d'un profil d'indépendant complémentaire, moi, je le suis depuis une quinzaine d'années, donc souvent, j'accompagne beaucoup d'indépendants complémentaires chez Groupe One Créo. Souvent, c'est un accompagnement relativement court parce qu'il y a déjà une partie qui est sécurisée par l'activité principale. Généralement, c'est le fait de 3-4 rendez-vous maximum et souvent, voilà, c'est relativement court et ce n'est pas non plus un accompagnement très onéreux. Mais effectivement, vous avez a priori accès, alors ça sera peut-être d'une structure à l'autre. Hein. Là, je ne peux pas m'avancer pour chacune d'entre elles, mais certaines, en tout cas, proposent le service à des salariés et à des gens qui sont déjà indépendants. Merci, merci Alexandre. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on doit rendre l'antenne. J'ai toujours rêvé de dire ça, mais c'est vraiment le moment. Je ne sais pas s'il y a une autre question, Thiago, mais ce sera la dernière. Il y a une deuxième question. La question c'est donc de Federico Giacometti. Abordez-vous le problème des sols pollués en Belgique? Je veux bien y répondre très vite. Moi, on travaille avec Terre en Vue pour l'analyse du potentiel agronomique des terrains de nos porteurs. Je n'ai jamais eu de porteurs qui ont eu ce problème de sol pollué. Donc, je n'ai jamais été confronté à cette question. Peut-être qu'Alexandre ou Carla bien, donc je vous laisse peut-être la main sur cette question. Oui. Je t'en prie. Vas-y, Alexandre. Disons que, comme l'a dit Carla tout à l'heure, nous sommes des généralistes. Donc, effectivement, on est censé avoir un apport de cohérence et de structuration de votre projet. De temps à autre, effectivement, et c'est le cas notamment pour l'alimentation durable, à force d'accompagner ce type de projet, ça génère chez les coachs une certaine expertise et une certaine habitude de travail. Alors, la question des sols pollués, c'est une question déjà vachement spécifique. Donc, le coach généraliste, surtout s'il est récemment engagé, va dire « mais moi, écoutez, désolé, en termes de connaissances sectorielles, ce que vous me demandez est déjà relativement pointu. » Cela dit, ça dépend de quelle est votre question. Si c'est aider à dépolluer un sol ou étudier la qualité du sol, effectivement, là, on va renvoyer vers des structures ad hoc. Ce n'est pas le job d'une structure d'accompagnement. Moi, la seule expérience que j'ai en la matière, c'est d'avoir accompagné une consultante en dépollution des sols il y a 3-4 ans dans la région namuroise. Mais pour le reste, effectivement, je pense que Thiago a aussi en partie répondu. Eh bien, on relaye cela vers des partenaires comme Terre en Vue, comme d'autres organismes plutôt agricoles, pour voir si on peut analyser la qualité du sol. Merci pour ta réponse, Alexandre. Merci, Thiago. Voilà, c'est justement le moment de vous remercier. Merci, Thiago. Merci, Alexandre, pour d'avoir participé et pour le contenu si riche. Merci à Federico aussi pour les vidéos. Donc, il a sillonné les routes de la région pour aller à la rencontre de nos entrepreneurs. Donc, ne nous quittez pas. L'atelier se termine, mais c'est le moment de découvrir quel est le grand gagnant du prix Starter Wallonia. Vous avez été nombreux à participer. Donc, on va vraiment découvrir l'heureux élu ensemble. Pour info, si vous allez sur le site Starter Wallonia, vous pourrez retrouver les replays des autres ateliers auxquels vous n'avez pas pu participer. Vous avez dû faire des choix, vous avez choisi le nôtre et c'est très bien. Mais voilà, n'hésitez pas, il y aura nos vidéos, il y aura nos supports. Donc, on reste en contact. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'ai été heureuse de participer avec vous à cet atelier et je vous dis à bientôt.
Ça y est, nous voilà de retour ici sur notre plateau à Namur pour la suite et la fin de cet événement en ligne, ce webinaire Start Now qui voit le lancement donc de cette structure fêtière autour des SAS, des structures d'accompagnement en Wallonie. Elles sont 12, ça s'appelle Starter Wallonia, mais maintenant vous commencez à le savoir. Hein. J'accueille un nouvel invité qui est le président du comité de direction de la SOALFIN, Jean-Pierre Di Bartolomeo. Bonjour. Bonjour. J'ai reçu un petit message de Richard pendant les webinaires qui nous demandait pourquoi on avait des verres d'eau alors qu'on porte des masques. Donc si vous avez un petit peu soif, c'est foutu. Grande frustration. Mais par contre, vous ne serez pas frustré de pouvoir nous dire que vous êtes un partenaire, évidemment. On vous a cité d'ailleurs tout à l'heure avec la SOALFIN en début de séminaire, partenaire important des SAS. Selon vous, quelle est la plus-value finalement des structures d'accompagnement parmi les différents acteurs qui sont là pour l'animation, la promotion de l'économie chez nous en Wallonie? Avant tout, on a vraiment besoin, plus que jamais, lorsqu'on crée son entreprise, d'avoir à côté de soi des personnes qui vous accompagnent, des personnes qui vous aident, des personnes qui vont vous donner des conseils. Parce que créer une entreprise, c'est une entreprise en soi et tous les jours, on est confronté à l'imprévisible. Alors, ce que nous observons grâce au SAS, c'est que cette période pendant laquelle la SAS va accompagner l'entrepreneur permet justement à l'entrepreneur de faire comme un tour de chauffe sur un circuit de Formule 1 pendant lequel la personne qui sera à ses côtés lui dira « fais attention, ralentir et accélère » parce que créer son entreprise, c'est beaucoup d'émotions et parfois on peut être dépassé par cette émotion. Alors c'est de la liberté, de l'autonomie, mais qui dit autonomie peut dire aussi risque de dérapage. Oui, et en fait c'est un peu le seul endroit où on peut tester un projet avant de devoir le lancer, avec aussi une certaine garantie de ne pas prendre trop de risques dans sa vie actuelle. C'est tout à fait ça, avec beaucoup d'apports. Je crois qu'il y a un apport technique qui est très important et qui est nécessaire parce que créer son entreprise, c'est une idée, des moyens financiers et beaucoup de courage, mais c'est aussi être conscient de la réalité au quotidien. Et l'équipe des SAS va vraiment accompagner le patron, accompagner cet entrepreneur pour l'aider à se rendre compte de tout ce qu'il va rencontrer dans sa vie réelle. Et ça va favoriser après la sortie de la SAS en étant plus fort et en pouvant plus facilement convaincre des financiers, convaincre des fournisseurs, convaincre des clients pour pouvoir par la suite réussir son projet d'entreprise. Ou bien se rendre compte que ce n'est pas un projet viable, c'est pas finalement un échec, c'est finalement une qualité aussi de pouvoir se rendre compte de ça avant de lancer son entreprise. Donc c'est évidemment préférable de le faire à ce moment-là que de le faire après avoir emprunté de l'argent et donc dans certains cas, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas grave, on peut se réaliser dans d'autres activités. Mais en tout cas, c'est un maillage, un réseautage grâce à cela également. Bien sûr, et on garde ces réseaux et on garde une très belle expérience de vie qui est valorisée également dans le monde professionnel. Jean-Pierre Bartolomeo, merci d'être venu représenter la SOALFIN ce matin sur notre plateau et je vous propose de laisser votre place à Madame la ministre Christy Moréal. On le sait, notamment ministre de l'Emploi qui nous arrive pour venir remettre ce trophée. Alors, ce trophée, j'espère que c'est le premier d'une longue série. On va le donner à un des 12 entrepreneurs très bientôt. Oui, premier autocréateur de Wallonie. Voilà, ça fera un trophée. Je ne sais pas si le créateur ou l'autocréateur ou l'autocréatrice a déjà des trophées, mais en tout cas, celui-là est un trophée symbolique. Et puis, j'espère qu'il va servir de modèle à beaucoup d'autres et qu'il va en inspirer surtout. Alors, plutôt que de déchirer des enveloppes, de dévoiler le nom comme ça, je vous propose de le découvrir par l'image. Voici donc la vidéo consacrée à notre gagnant. Ok, ça tourne. Bonjour, je m'appelle Mehdi Semoulin, donc je suis le créateur de la boîte Magical Prod, une boîte qui est spécialisée en audiovisuel. Donc c'est assez large notre spectre de réalisation. On travaille donc dans ce qui est publicitaire, dans ce qui est corporate, dans ce qui est court-métrage, film, série, et notamment même aussi dans des vidéos immersives en 360 degrés. Magical a été créé quand je sortais en fait de mes études, donc je faisais des cours d'infographie en cours du soir. J'ai commencé donc chez Avomark et on était en 2013. Je suis arrivé avec beaucoup d'énergie, de motivation. On m'a accompagné donc dans la création dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'une TVA, comment gérer ses comptes, comment faire des investissements. Donc du savoir très très précieux qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite. Donc je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui a été vraiment super.
Depuis lors, maintenant, j'avance. J'ai eu la chance de travailler par pas mal de grandes marques comme Sony, Ben & Jerry's, MediaMarkt. Enfin, on avance pas mal dans ce qui est corporate. On fait de la série, on fait des clips pour les artistes, notamment pour Alison Deroup, Suarez, Liliana. Enfin, on fait beaucoup de choses qui sont artistiques. C'est vraiment notre manière de fonctionner. On essaie de ramener vraiment un côté très créatif, une plus-value et s'éclater sur ce qu'on fait. Ça a été vraiment le tournage du clip de Ljubljana. Donc on a fait un clip qui s'appelait Feeling Low. On est parti dans une grosse création, donc on a fait des costumes, on a recréé un décor complet, on a fait un tipi de 9 mètres en plein milieu d'une clairière. Ce clip a été primé aussi à Los Angeles. On a eu plus ou moins 35 awards du meilleur clip, donc c'était quelque chose qui a vraiment tourné internationalement et c'est pour moi quelque chose qui a donné beaucoup de crédit et de visibilité et qui a permis aussi de toucher d'autres artistes et de tourner d'autres clips, donc c'était vraiment une très très chouette expérience. Alors dans cette vidéo, vous avez évidemment découvert Mehdi Semoulin et on lui passe un petit appel via Skype ce matin. Vous devinez, Mehdi, pourquoi on vous appelle à ce moment si précis de notre webinaire? J'aimerais bien que vous en disiez un petit peu plus, pour Écoutez, être bien sûr que je me trompe pas. Je vous présente la ministre Christine Montréal qui va vous confirmer ce que vous présagez, à mon avis. Ben oui, c'est un vrai plaisir pour moi. D'abord, bonjour Monsieur Semoulin. Vous êtes aujourd'hui le premier à avoir le prix Starter Wallonia et donc vous devenez le premier auto-créateur de 2020 et puis le premier peut-être d'une longue série. Félicitations à vous. Un immense merci, c'est vraiment super gentil, un immense merci. Et merci aussi à tous les gens qui ont voté, c'est adorable de leur part, merci à tout le monde, merci. Vous voulez savoir d'ailleurs combien de voix vous avez eu? Oui, j'aimerais bien. Écoutez, le compteur s'est arrêté à 740 suffrages sur les 2274 voix que vous avez récoltées. Et puis alors un petit mot aussi pour ceux qui vous ont suivis. Ekivrak en 2e position et Greenburger en 3e position. Voilà pour les remords qui vont commencer à s'installer chez ces entrepreneurs qui nous regardent également à cet instant. Un petit mot peut-être de l'expérience, Mehdi, que vous avez vécue. C'est Avomark qui vous a épaulé dans la création de votre entreprise. Qu'est-ce que vous en retenez s'il fallait résumer ça en quelques secondes? Si je peux me permettre, je voudrais aussi d'abord féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce concours parce que tous les projets étaient des projets qui étaient super qualitatifs et bourrés de talent. Donc voilà, je les salue tous et je les félicite aussi d'avoir participé à cette aventure parce qu'il y avait vraiment de chouettes projets. Et moi, je suis content de les avoir connus aussi et j'inviterai aussi tous les gens à découvrir tous ces projets parce qu'il y a vraiment des chouettes choses à voir. Il y a toutes les vidéos qui sont disponibles d'ailleurs sur le site de Starter Wallonia pour aller découvrir plus en profondeur aussi ce qu'ils ont mis en avant avec leur création d'entreprise. Alors, j'ai cru entendre, Mme Muniz, que Mehdi était un habitué des prix. Mais j'ai vu que visiblement vous aviez rencontré pas mal de prix, 34 pour un clip, c'est ça? Oui, on a eu beaucoup de prix du meilleur clip lorsqu'on avait tourné un clip pour Ljubljana. Et donc c'est un clip qu'on a inscrit dans des concours et qui a un petit peu fait le tour du monde. On a eu le prix du meilleur clip dans pas mal d'endroits, donc New York, Los Angeles, Paris, Berlin. Oui, ça a vraiment fait un petit tour du globe et c'est un clip qui a beaucoup tourné effectivement. Après, donc, voilà, ça peut être le 35e, mais c'est surtout le premier wallon. Ouais. Et donc c'est vrai que je vous félicite à la fois pour la création de votre entreprise, mais aussi parce que pour nous, vous devenez le premier ambassadeur wallon de l'autocréation d'emploi. Et donc pour nous, c'est fort important. C'est vrai que c'est important de pouvoir dire que la Wallonie peut réussir des success stories comme la vôtre ou comme les 11 autres qu'on voit dans ce concours, qui sont vraiment des projets particuliers, mais qui réussissent systématiquement avec un secteur qui est très large. Il faut pas se brider dans ses idées, dans ses rêves à poursuivre. Et donc c'est important que la Wallonie puisse miser sur des projets à faire émerger, parce que vous avez l'occasion du coup de pouvoir tester votre projet, de pouvoir tester la logistique, de pouvoir tester le plan financier, de voir si avec des personnes qui vous conseillent ce projet est porteur. Et puis là, quelque part, c'est peut-être l'élève à dépasser
dépassé le maître. Maintenant, vous volez de vos propres ailes. Vous êtes un champion au sens où vous revenez avec des tas de projets qui sont reconnus au niveau international même. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Et c'est une grande fierté aussi, par exemple, pour des projets comme l'Asso Alfine, qui finance aussi de manière complémentaire après les projets pour pouvoir les faire grandir, pour avoir des investissements financiers. Donc voilà, on est à la fois très fiers que ces outils-là montrent leur efficacité, parce que vous en êtes l'emblème aujourd'hui. Bah écoutez, on n'est que 2 sur le plateau, mais moi je vous applaudis, Mehdi, bravo à vous. Et j'ai vu une petite étincelle dans votre œil parce que vous avez vu les images évidemment du trophée. J'espère qu'il y a encore un peu de place sur votre cheminée pour l'afficher, celui-là. Oui, bien sûr, c'est très gentil, encore merci. Et j'en profite forcément aussi pour remercier Avomark parce que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, forcément. Et tout ce savoir bien précieux m'a vraiment permis d'aller au bout de mes rêves et de continuer maintenant et vivre de ma passion. Et voilà, merci vraiment à Avomark et merci pour tout. Et bravo pour votre créativité, pour votre audace surtout. Et vous allez pouvoir fêter ça avec quelques bulles dans cette box qui a été designée d'ailleurs par quelqu'un qui est également accompagné en ce moment, qui est en création d'entreprise, c'est l'effet wow. On salue Cassandra qui nous regarde certainement avec des verres où votre logo Magical est incrusté, s'il vous plaît, au laser. On va vous envoyer ça très très bientôt en région montoise où vous êtes pour le moment, Mehdi. On vous souhaite en tout cas une belle fin de journée. Savourez bien votre victoire. Merci encore, merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Merci beaucoup. À très bientôt, Mehdi, et plein succès pour la suite de votre carrière. Merci à vous, Madame la Ministre également. Merci d'avoir pris le temps, parce qu'on sait que votre temps est compté pour avoir assisté avec nous à ce premier événement de Starter Wallonia. On espère une chose, c'est de vous retrouver dans un an, dans une grande salle avec tout le monde en présentiel. Ah oui, et des tas de projets et des tas de petits qui auront bien grandi et qu'on pourra lancer sur le marché wallon, belge et international. Vous avez parlé de plus de 500 entreprises accompagnées. On espère que ce nombre va exploser, puisque c'est aussi le but d'un événement comme celui-ci. Start Now s'achève. Un petit mot quand même sur votre participation. On m'a annoncé beaucoup de messages, beaucoup de questions pendant les ateliers tout à l'heure. Et vos réactions, vous pouvez continuer à les donner. Ça se passe sur les pages Facebook des 12 SAS. Ça se passe également sur le nouveau site de Starter Wallonia. Et puis n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos de ces entrepreneurs. On espère vous revoir très bientôt. Bel après-midi à tous. Et on avait promis que ce serait fini avant midi. On a respecté notre promesse et ça, c'est très bien.